J'ai commencé à écrire en fait en 99. Je vivais à ce moment-là au Canada. Je travaillais en fait à Toronto et j'avais en tête déjà une histoire qui est devenue celle dans l'absence des hommes. Et en fait, je suis parti un moment à Montréal. Je me suis installé dans un café à Montréal. Et à Montréal, j'ai écrit « J'ai 16 ans, je suis né avec le siècle », qui est la première phrase dans l'absence des hommes. Et au moment où j'ai commencé à écrire ça, je me suis dit que ça allait m'apporter assez loin. Et 20 ans plus tard, voilà, j'y suis. Et c'est vrai que ça a commencé comme ça. Je n'ai pas de rituel d'écriture. Je ne me donne aucune obligation. Voilà, je me fixe aucun agenda. Simplement, j'écris quand j'ai une histoire à raconter et quand le désir de la raconter surgit. Mais alors après, en revanche, quand j'écris, c'est rapidement obsessionnel. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais plus que ça. Enfin, je ne fais pas plus que ça, mais je ne pense qu'à ça, je reviens à ça tout le temps. C'est un peu compliqué pour ma vie sociale, d'ailleurs, parce que du coup, je choisis d'abandonner un certain nombre de choses et d'être dans une forme d'enfermement, de claustration, etc. Mais cette solitude de l'écriture, c'est une solitude extrêmement joyeuse. Ça n'appartient qu'à vous. Vous êtes avec l'histoire en train de se raconter, avec les personnages qui sortent la plupart du temps de votre imagination. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'idée que il faut que ça jaillisse, en tout cas l'écriture, que ça coule comme une eau de source, que ça soit fluide, que ça soit... Voilà, je ne peux pas écrire contre, je ne peux pas écrire dans la difficulté, c'est ma limite. C'est-à-dire que si ça devient difficile, si il faut que je recommence, si je rature, etc., je m'arrête. Je peux écrire n'importe où, je n'ai pas là non plus de marotte ou je sais pas quoi, il ne faut pas que je sois forcément dans un endroit particulier avec une certaine lumière, je sais pas. Je peux écrire n'importe où, et j'écris d'ailleurs n'importe où, je peux écrire dans les trains, dans les avions, dans les cafés, etc. Une bonne raison de se tuer, je l'ai entièrement écrit dans un café à Los Angeles, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des lieux de prédilection néanmoins, c'est-à-dire que j'écris plutôt dans mon bureau à Paris, parce que c'est là où je me trouve le plus souvent. Et que c'est un lieu que j'ai façonné de sorte que ça soit facile. Donc voilà, il y a mon chat en général qui se balade quelque part sur le bureau. Voilà. Il y a en face de moi une photo des États-Unis, enfin d'un coin du Mississippi. Et puis sur le côté, il y a une fenêtre et je suis assez calme et j'aime bien la lumière qui tombe dans le bureau à ce moment-là. Donc voilà, j'écris dans mon bureau. En fait, ce qui est assez terrible, c'est quand une idée surgit et qu'on n'est pas en situation de l'écrire. C'est-à-dire qu'effectivement, soit on est dans la rue, soit on est avec des gens, etc. Alors, Dieu merci, on a maintenant sur soi des téléphones portables qui vous permettent de prendre des notes, donc on écrit les choses. Après, ce qui est terrible chez moi, c'est que souvent les choses arrivent la nuit, mais la nuit quand je dors ou quand j'essaie de dormir. Et donc au début, je me disais, je ne vais pas me relever parce que je suis fatigué, et je suis feignant surtout. Et donc je me disais, je retrouverai la phrase demain matin. Et le lendemain matin, évidemment, on s'en souvient pas du tout. On sait pas du tout ce qu'on avait. Et évidemment, ne s'en souvenant pas, on est convaincu que c'était formidable. Bon. Donc maintenant, je me relève systématiquement pour écrire la phrase. Et en général, une phrase en entraînant une autre, je reste devant l'ordinateur un long moment. Mais en tout cas, oui. Donc maintenant, je sais que dès que quelque chose arrive, il faut aller l'écrire. Il faut pas le laisser s'en aller. Il faut pas le laisser se dissiper. Ça, c'est sûr. Il y a des auteurs que j'ai rencontrés à des moments de ma vie et qui ont été déterminants. Certains dont l'écriture m'influence, d'autres non. Par exemple, j'ai une passion pour Proust parce que j'en ai fait le personnage principal de mon premier roman, mais rien dans son écriture, rien dans mon écriture, on va dire comme ça, ne s'apparente à ce qu'il fait lui. On est aux antipodes. Donc, mais ça, pour autant, j'ai une admiration folle pour lui, pour son œuvre monumentale. Je trouve que c'est un éblouissement absolu. Je trouve que rien ne se compare à ce qu'il a fait, qu'il n'y a rien avant Proust qui ressemble à Proust, rien après Proust qui ressemble à Proust. Voilà, pour moi, c'est une fascination totale. Mais en revanche, il y a des auteurs dont les thématiques ou l'écriture, sans doute, influent sur mes thématiques et mon écriture. Et c'est souvent des auteurs que j'ai rencontrés dans la prime jeunesse. Je raconte ça notamment dans Arrête tes mensonges, parce que en fait, j'ai commencé à lire Hervé Guibert quand j'avais 17-18 ans. Et c'est vrai que quand j'ai lu Hervé Guibert, j'ai aimé l'écriture blanche, sèche, directe, sans fioriture, sans souci d'en rajouter, sans pathos, presque un peu clinique. Ça m'a intéressé, cette écriture blanche. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est la façon de dire crûment, directement, le désir, sans filtre, ou parfois la cruauté. Mes parents, par exemple, c'est un livre extrêmement cruel. Et surtout, avec Guibert, j'ai l'impression, pour la première fois de ma vie, que je lis
mon histoire dans un livre. C'est-à-dire, je me dis, je ne connais pas ce monsieur, mais comment ça se fait qu'il parle de moi? Donc il y a ça. Et puis, au même moment dans ma vie, aussi au milieu des années 80, je découvre Duras. Et là aussi, l'écriture de Duras, c'est un emportement. C'est-à-dire, je lis ça et je suis avec elle tout de suite. C'est-à-dire qu'elle m'emporte immédiatement. J'entends la voix de Duras avant même de comprendre ce qu'elle écrit. Et c'est cette voix qui me guide, en fait. Et je me dirais longtemps après, des années après, que c'est ça que j'ai envie de faire dans les livres aussi. J'ai envie de faire entendre une voix, parce que cette voix, elle vous accompagne, elle vous entraîne, elle vous emmène, et c'est parfait. C'est comme un joueur de flûte, là. Et il y a ça chez Duras, profondément. Et puis, ce que j'aime chez Duras, c'est parfois l'art de l'incise ou du virage un peu bizarre. Il y a ça dans L'Amant, par exemple. L'Amant, ça commence par je suis une vieille femme dans le hall d'un immeuble. On me dit vous étiez belle quand vous étiez jeune, mais moi je vous préfère maintenant. Je vous préfère maintenant avec votre visage trié de rides. Bon. Donc elle parle d'elle comme d'une femme, la femme de 70 ans qu'elle est à ce moment-là. Et puis elles disent que je vous dise aussi, j'ai 15 ans et demi, c'est le passage d'un bac sur le Mékong, la traversée dure longtemps, etc. Et en une incise, on est en Indochine, 60 ans plus tôt, sur le bac, avec la jeune fille et l'amant indochinois dans sa limousine noire. Et moi, je trouve ça fascinant, cette capacité à changer de braquet, ce pouvoir d'évocation et ce pouvoir à nous entraîner dans un décor qui n'est pas du tout celui où on était juste 4 secondes avant. Et voilà, ça j'aime ça profondément. Donc ça, c'est des auteurs qui m'ont, que je relis régulièrement. J'aime bien Laurent Godet, j'aime bien Philippe Claudel, j'aime bien Véronique Ovaldé, j'aime bien Arnaud Catherine. Sur les Français, qui est-ce que j'aime bien Véronique Olmy. En gros, c'est encore à côté. C'est marrant parce que les autres, tous ceux que j'ai nommés, tous les autres, sont des conteurs d'histoires, sont des raconteurs d'histoires. Ils savent raconter des histoires, ils les racontent très bien, etc. Ango, c'est pas une raconteuse d'histoire, c'est pas ça du tout. Ango, c'est une écriture avant d'être quelque chose comme ça, et c'est un truc à quoi vous pouvez pas vous dérober. C'est-à-dire, soit vous prenez pas, mais si vous prenez, c'est implacable. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que vous êtes saisi et que ce que ça vous raconte, ça vous prend à la gorge et que c'est une forme de vérité littéraire, mais en tout cas à quoi vous ne pouvez pas échapper. Donc ça m'intéresse profondément. Mais pour moi, elle ne me raconte pas une histoire, Christine. Elle dit un truc très fort sur le vivant, sur les choses qui dérapent, etc. Ça m'intéresse. Voilà. James Dean, parce que j'avais un poster de James Dean dans ma chambre d'adolescent, que j'avais une passion, parce que je le trouvais très beau, hein. Mais beaucoup de gens le trouvaient très beau. Puis l'avantage de James Dean, c'est qu'il est resté beau, puisque comme il est mort à 24 ans, ça c'est l'avantage de mourir très jeune, c'est qu'évidemment on n'a pas le temps de devenir ridé et flasque et je sais pas quoi. Bon, donc et c'est vrai que la brièveté aussi et la fulgurance de cette existence m'intéressait. Et donc, du coup, j'ai commencé à me pencher sur cette vie. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on voyait de lui était le moins intéressant. C'est en fait la dernière année, qui est celle où les 3 films sortent, etc. Enfin, où il tourne les 3 films, etc. Puis il y a l'accident. Donc, sa dernière année de vie est celle dont on a le plus parlé. En fait, la partie la plus intéressante de sa vie, c'est les 23 années d'avant. C'est celle où on ne sait pas encore qui va être James Dean. Parce que ces 23 années-là, elles sont extraordinaires. Et notamment le rapport avec la mère, Mildred, et cette espèce d'enfant de l'Indiana, etc., qui va devenir un enfant totalement inconsolable, génial et inconsolable. Et donc, il faut se documenter énormément, et après, il faut essayer d'oublier ce qu'on a lu. Il faut essayer comme quand j'avais écrit Les Jours fragiles sur Rimbaud, j'avais essayé de lire tout ce qui s'était dit, écrit sur Rimbaud, etc. Il y a des biographies extraordinaires, celle de Jean Collat, celle de Jean Collat et Jean-Jacques Lefrère. Bon. Mais après, l'idée, c'est que quand vous faites un livre qui a l'ambition de relever du sensible et pas de la technicité ou pas du factuel, il faut essayer d'avoir intégré toutes ces informations et de les oublier, de les mettre loin de soi pour pouvoir raconter cette vie de manière à hauteur d'homme en tout cas. Mais j'ai tourné longtemps autour de Rimbaud avant de pouvoir écrire le livre. Je pense que j'ai commencé à écrire le livre 5 ans après avoir eu l'idée du livre. C'est-à-dire, je ne savais pas comment raconter l'histoire, en fait. Ça m'échappait totalement. Et en fait,
le livre s'est fait sur une idée qui m'est venue un jour, et c'est qu'en fait, je m'étais dit, je vais écrire sur Rimbaud le poète, etc. Bon, ça avait déjà été fait, puis je voyais pas très bien ce que j'allais dire. Après, je me suis dit, je vais écrire sur Rimbaud l'Africain ou Rimbaud l'itinérant, puis je voyais pas très bien non plus. Et puis, en fait, la partie de Rimbaud le malade, Rimbaud l'agonisant, il y avait très peu de choses, on savait très peu de choses. Justement, c'était la partie la plus opaque de son existence, la moins documentée. Et on savait juste qu'il avait passé les 6 derniers mois de sa vie auprès de sa sœur Isabelle, que par ailleurs les Rimbaldiens orthodoxes n'aiment pas beaucoup parce qu'elle a fait une biographie très édulcorée de son frère, qu'elle a détruit les œuvres de son frère, etc. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est quel dommage qu'Isabelle n'ait pas tenu son journal intime pendant l'agonie de son frère, ça serait une mine d'or. Et au moment où j'ai prononcé cette phrase, je me suis dit, puisqu'elle ne l'a pas écrit, je vais l'écrire à sa place. Et c'est comme ça que le livre est arrivé, en fait. Voilà. Mais il m'a fallu 5 ans pour arriver à... Tiens, si j'écrivais le journal d'Isabelle, je ne savais pas comment j'allais raconter l'histoire, voilà, au départ. En fait, ce qui est assez curieux, c'est qu'on se rend compte que les livres, souvent, sont des accidents. C'est-à-dire qu'en fait, on a une idée de ce qu'on veut raconter ou des thématiques qu'on voudrait embrasser, etc. Et puis, surgit parfois un incident, un événement, quelque chose en tout cas qu'on n'a pas soi-même décidé, souvent, et qui va déclencher le livre. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'ai écrit Le garçon d'Italie, j'avais juste envie d'écrire sur une double vie. C'est quand même très... voilà, c'est flou, une double vie, bon. Et puis un jour, je me trouvais à Florence, je regardais l'Arno couler en contrebas sur un des ponts de Florence, et en fait, je me suis dit, mais est-ce qu'on trouve des cadavres dans l'Arno? C'est un peu bizarre, mais enfin, moi, c'est des questions que je me pose, vous voyez, bon. Et voilà, bon, très bien. Et donc, du coup, évidemment, j'ai commencé à écrire la découverte d'un cadavre. Je me suis dit, bah, le mec, il est mort noyé, donc il est décomposé, verdâtre, enfin, très sympa. Et je me suis dit, mais maintenant que j'ai un cadavre sur les bras, qu'est-ce que j'en fais quand même? C'est un problème. Et je me suis dit, en fait, quelqu'un qui meurt comme ça, noyé, surtout jeune, on va ouvrir une enquête sur sa mort. Parce que, alors que si on meurt bêtement dans notre lit, et très âgé, personne ne va enquêter sur notre mort. Mais une mort comme ça, elle peut être accidentelle ou elle peut ne pas l'être accidentelle. Et donc je me suis dit, le pauvre type, c'est terrible parce qu'on va ouvrir une enquête sur sa mort. Donc je venais de le faire mourir, je sais avant, hein, mais on va ouvrir une enquête sur sa mort alors qu'il n'a pas forcément envie qu'on fouille dans sa vie. Personne n'a envie qu'on fouille dans sa vie. Pas du tout, pas du tout. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir sur lui? Et je me suis dit, bingo, on va découvrir sa double vie. Et c'est comme ça que cette histoire de double vie que j'avais en tête depuis longtemps et dont je pensais qu'elle allait se passer à Paris et pas du tout comme ça, est devenue l'histoire du trio amoureux à Florence. Et donc il y a plein de choses comme ça qui n'ont pas été décidées, en tout cas qui sont arrivées de manière presque accidentelle, vraiment. Alors, je vais lire le début déjà, sur la photo. La photo, je ne la cherchais pas. Je suis tombé dessus par hasard parce que je m'apprêtais à déménager, que j'avais entrepris de me débarrasser de ces choses qu'on entasse dans des armoires, sur des étagères, sans jamais plus y revenir, qu'on conserve tout simplement parce que sur le moment, on répugne à les jeter. Pour être parfaitement honnête, j'en avais presque oublié l'existence. Vous savez, le temps qui passe, la mémoire qui fait ses choix. Bien sûr, quand je l'ai tenu entre les mains, j'ai tout reconnu. Tout, instantanément. Le lieu, la saison, l'époque et les 2 garçons. Je n'ai pas eu besoin de faire d'efforts. Je n'ai pas eu d'hésitation. J'ai d'abord été troublé parce que c'est toujours un peu étrange, n'est-ce pas, la résurgence imprévue en rien prémédité de souvenirs enfouis, d'épisodes occultés de nos vies. Étrange aussi d'être renvoyé à sa jeunesse quand on ne s'y attend pas, de se voir redonner l'image de ce qu'on n'est plus. Troublé, c'est ça, sans être fichu de savoir s'il s'agissait d'un trouble agréable ou déplaisant. Pour m'en défaire, je me suis efforcé de me rappeler les circonstances de la fabrication de cette image. Forcément, l'auteur était à rechercher parmi les 4 autres qui se trouvaient avec nous sur l'île cet hiver-là. Mais qui, parmi les 4? D, presque à coup sûr, il avait emporté avec lui un appareil photo, je revois, le portant en bandoulière, tandis qu'on arpentait le front de mer dans les bourrasques. Ce devait être un Canon avec la mise au point manuelle. Tous les types de notre âge en avaient un ou en voulaient un. On s'imaginait un peu artiste, on voulait figer les moments, des silhouettes. Ensuite, à notre retour à Bordeaux, D a dû en faire un tirage, nous le montrer, nous dire « Choisissez celles qui vous plaisent et je les ferai retirer. » Et j'ai retenu celle-ci. J'ai fini par la ranger avec d'autres dans une boîte à chaussures. Cette boîte m'a suivi d'appartement en appartement et de nouvelles photos sont venues s'y empiler avec les années. À chaque ajout, je me disais « Ce sera bien de les regarder un jour. » Mais à chaque ajout, je repoussais le moment, ayant compris que la nostalgie fait plus de mal que de bien. Et puis, un jour, il n'y a plus de photos ajoutées, parce que désormais les souvenirs tiennent dans les téléphones portables,
mais la boîte est restée perchée en haut d'une armoire. Elle est ouverte devant moi alors que je commence à écrire. Et au fond, c'est peut-être pour cette unique raison, jamais précisément formulée, qu'elle n'a pas disparu dans les grandes éradications dont je suis capable parfois. Je devais penser que ces photos serviraient, celle-ci au moins, celle-ci en particulier.